Grand C, une culture et une pensée et un mode de vie profondément remaniés. Les sociétés en marche vers de nouvelles façons de vivre, de travailler, voilà donc la situation de l'Europe et des pays neufs d'Amérique à l'aube du XXe siècle. Des sociétés ensuite où l'individu peut affirmer comme jamais dans le cadre. Ces sociétés sont des sociétés dans lesquelles l'individu peut s'affirmer contre le groupe, contrairement à l'ancien régime. Le cadre urbain offre plus de liberté, d'opportunités de rencontre, de mixité et d'accès à une culture autre. L'homme européen de 1900 est un individu à la fois plus libre qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire, et il est en même temps corseté par des identités puissantes et souvent exclusives. Le langage, l'aspect vestimentaire, les lieux fréquentés sont des marqueurs forts de l'identité d'un individu. L'appartenance de classe, comme on l'a vu, est déterminante puisqu'elle assigne une place au sein du système capitaliste, mais l'appartenance à la nation ou la religion sont également des facteurs d'intégration et d'identité forts. Le fait urbain vient également brasser et mixer toutes ces identités. Une culture commune fondée sur l'école, la presse, le marché et le travail émerge malgré tout. C'est donc effectivement, ce sont ces aspects antinomiques qui se mettent en place, à la fois affirmation de l'individu et d'autre part, on se dirige vers une culture de masse. Celle-ci est diffusée de plus en plus massivement par de nouveaux médias. L'avant 1914 marque l'apogée de la presse écrite qui tire déjà à des millions d'exemplaires et se nourrit à la fois des progrès techniques qui abaissent le coût de production du journal et de l'essor de la publicité et des petites annonces. Bien sûr, la montée de l'instruction de la population permet à celle-ci d'accéder de plus en plus massivement à cette forme écrite d'information. On parle dorénavant d'une culture de masse où le sport, le spectacle, le loisir commence à devenir un langage commun aux diverses classes sociales. Le monde de l'art connaît aussi une profonde révolution du fait de l'émergence de l'individu et de la révolution technologique. C'est la peinture des années 1860 à 1914 qui incarne peut-être le mieux cette tension entre individu et sa capacité. C'est la peinture des années 1860 à 1914 qui incarne peut-être le mieux cette tension entre la capacité créatrice de l'individu et la société de masse industrielle. Les courants nouveaux issus de l'impressionnisme évoluent vers l'abstraction avec le cubisme de Picasso, sont déjà rejetés et les artistes éprouvent de grandes difficultés à survivre sans reconnaissance sociale. On voit donc ce qu'on appelle une avant-garde qui effectivement tient compte de toutes ces modifications mais qui n'est pas reconnue par l'essentiel de la bourgeoisie dominante qui imprègne de ses références la culture qu'elle souhaite voir produire. L'image, pourtant, commence son ascension irrésistible dans les sociétés à travers l'affiche, la carte postale, la photo ou le cinéma. C'est pourquoi les artistes vont très vite faire de l'industrie et de la modernité l'un des sujets de leur œuvre, notamment Robert Delaunay, l'un de mes lointains ancêtres. L'art, non, sinon je ne serais pas là, d'accord, si j'avais des Robert Delaunay, je ne le ferais pas court. Enfin bref, l'art s'affirme ainsi comme un puissant moyen de constitution politique. Il peut également devenir un véritable secteur industriel comme le cinéma après 1914. Enfin, dans cette atmosphère de temps nouveau, c'est toute la pensée qui est bouleversée par l'industrialisation du monde. Celle-ci oscille entre le positivisme et la critique de la raison. Depuis le milieu du XIXe siècle, en effet, la science s'est imposée comme la nouvelle religion, capable d'expliquer tous les phénomènes et bientôt d'expliquer les humains par la sociologie, l'économie, l'histoire et bien sûr la médecine. De nombreux scientifiques prétendaient qu'il était dorénavant possible d'envisager de gouverner les sociétés de manière scientifique et peut-être même d'améliorer l'espèce humaine par l'eugénisme et la sélection des individus et des races. On voit bien comment cette modernité peut être porteuse de dérives graves. Mais la fin du XIXe siècle voit également une remise en cause de cette prétention au règne de la raison.
les découvertes de Freud sur l'inconscient ou les philosophes comme Nietzsche et Bergson réhabilitent l'instinct et l'intuition. On voit ainsi émerger un néo-romantisme remettant en valeur l'époque médiévale ou le sentiment contre la raison. C'est pourtant le courant positiviste qui domine très largement et qui fait prédominer dans les sociétés l'idée d'un progrès constant devant conduire vers un futur meilleur. La crise de 1914 viendra mettre à bas cet optimisme et cet esprit bourgeois qui dominait tout le XIXe siècle. L'âge industriel est donc marqué par la naissance d'une société capitaliste plus complexe où l'individu s'affirme en même temps que de nouvelles identités de classe ou nationale. C'est l'homme moderne qui est l'homme économique, qui se veut rationnel et en marche vers un progrès général. Il participe dorénavant à la croissance économique par son travail et sa consommation. Mais si l'enrichissement est global, les inégalités se renforcent et provoquent tensions et conflits. La société moderne est une société qui cherche une solution à la question de l'intégration politique des masses entre démocratie et libéralisme. Il ne faut cependant pas sous-estimer le poids religieux, voire un véritable renouveau religieux, incarné notamment par l'édification de nouveaux bâtiments comme la nouvelle basilique Saint-Martin, qui est le fruit d'une comme l'édification de la nouvelle basilique Saint-Martin, qui naît sur le fait que certains auraient retrouvé une partie des reliques du saint Tourangeau. Et donc là, on voit bien que Victor Laloux, qui va construire sa nouvelle basilique, profite des fonds recueillis par l'évêché, et ces fonds sont le fruit d'une large collecte. On voit donc qu'il y a une volonté, notamment de la part d'une certaine bourgeoisie, de remettre à l'honneur les valeurs traditionnelles, religieuses, conservatrices, même si celles-ci peuvent se conjuguer avec un aspect paternaliste, c'est-à-dire de concilier à la fois la modernité économique et les traditions chrétiennes en termes de charité. Le meilleur exemple de Tourangeau est bien sûr Mann, qui fait édifier un quartier ouvrier à l'ouest de la ville.